Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de retrouver une fois de plus dans Face à Face, votre émission d'analyse politique. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Ghislain Mwangi au cadre du Parti Alliance pour le Changement du président national Jean-Marc Kabound. Avec lui, on va débattre sur une thématique en rapport avec l'engrenage politique congolais, qui est une surenchère qui dévale du camp des opportunistes au pouvoir. On parlera du séisme économique, le plan de l'action gouvernementale due au détournement des fonds. On parlera également de la crise à l'Est au procès Nanga. Puis, on va évoquer la crise qui sévit à l'UDPS, parti cher au président de la République puisqu'il en est l'émanation. Et puis, on parlera également de Judith Souminoa Tuluka ainsi que ses perspectives. Voilà les quelques points qui ont retenu notre attention au cœur de cette émission. Je vais donc dire bonjour à Ghislain Mwangi, se présenter comme au cadre du parti Alliance pour le Changement. Bonjour et bonsoir pour ceux qui nous suivent plus tard. Bonjour, bonsoir Sylvain. Je suis ravi d'être encore votre invité aujourd'hui. Voilà, avec plaisir de t'avoir. Le plaisir est le mien. Bien sûr. Alors, on a évoqué une thématique importante en rapport avec l'actualité politique. On parle de l'engrenage politique congolais qui est une surenchère. Finalement, c'est une opportunité pour certains de se servir de ce cadre politique pour aménuiser les bonnes intentions de la République. Que penses-tu de cela, vraiment ? Ben écoutez, on ne le pense pas aujourd'hui parce que vous le dites, nous l'avons décelé depuis très longtemps. Nous le disons toujours et lors de différentes échéances politiques, on a dénoncé un commerce de suffrage, on a dénoncé une foire d'empoigne entre différents opérateurs politiques, que ce soit les formations politiques tout comme les leaders politiques. Aujourd'hui, la République est mise en mal parce que les intérêts partisans, parce que les égos prévalent plutôt plus sur les intérêts de l'État, plus sur les intérêts donc du peuple. Et ce que nous avons aujourd'hui en sorte de régime au pouvoir, en sorte de gouvernement, en sorte d'autorité qui anime même ce gouvernement et différentes institutions aujourd'hui, sont donc l'émanation de cette surenchère politique, mais carrément, comme je l'ai dit, d'une foire d'empoigne où le plus véreux, le plus carriériste et le plus affairiste ont pris le devant et la République est en train de courir donc une perte totale. Je rappelle que vous êtes de l'opposition, qui est finalement l'auteur de cette infamie, qui finalement, je veux dire, digénère depuis plusieurs années. Qui en est l'auteur, s'il faut poser la question? Ben écoutez, vous savez, nous sommes d'une école politique qui, de par sa généalogie, tire une substance paternelle du grand Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Et lui qui a été le mentor de notre président, le président Jean-Marc Kabound, Etienne Tshisekedi Wamulumba, parlons du Congo et de cette problématique de la dérive du Congo. Il avait responsabilisé une seule personnalité d'abord, avant de s'attaquer à tout le système qui est en place. Parce qu'il dit qu'un poisson, qui est un aquatique, commence à pourrir par la tête. Ouais, ça, faut et dire. donc aujourd'hui, s'il faut prendre cette diagnostic du fait Etienne Tshisekedi, la poser aujourd'hui au régime UDPSien, au régime de son fils biologique, donc le président Félix Tshisekedi, nous allons l'appliquer pour dire que la responsabilité de la dérive en cours, la responsabilité des échecs, la responsabilité de la déliquescence de notre État est donc à accorder ou à donner au président Félix Tshisekedi. Il n'est qu'un héritier, il faut dire, parce qu'il faut dire la démence a débuté depuis les indépendances, il faut quand même le dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit lui également, je ne dirais pas juger parti, mais il se retrouve dans un engrenage qui ne sait pas déballer, s'il faut dire. Ben écoutez, vous oubliez sans doute que nous sommes dans un régime démocratique. Le président Félix Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par un putsch. Il a pris le pouvoir par un mode électoral, par un processus démocratique. Peu importe les critiques qu'on peut en faire, aujourd'hui, le peuple congolais a un président qui est passé par un processus. Nous d'abord, d'Alliance pour le Changement, on ne parle pas ici d'abord, pour ce soir, je ne vois pas la parodie électorale de 2023 qui a été un semblant d'élection et qui lui a donné un second mandat. Je parle du premier mandat parce que c'est de là que notre rupture est née. Le président Félix Tshisekedi a présenté une offre politique au peuple congolais, ensemble avec son parti politique l'UDPS,
Et le président Tshisekedi avait le devoir d'apporter les changements. Pas lui seul, ensemble avec le président Kabound et tous les autres acteurs de l'UDPS, tout comme avec les alliés des Caches, voire même dans la coalition plus élargie avec le Front commun pour le Congo. Mais l'échec est patent. Aujourd'hui, à un certain moment, on pouvait croire à ces fausses accusations qu'on taxait les alliés d'être responsables de la dégringolade, des échecs, du blocage. Mais aujourd'hui, la responsabilité totale revient au camp au pouvoir. Premièrement, au parti au pouvoir, l'UDPS. Et ensuite, de manière légitime, au président Tshisekedi, parce que c'est lui qui, par le suffrage direct, a pris une légitimité auprès du peuple congolais. Avant, il avait proposé un projet de changement, un programme qui, d'ailleurs, est parti d'un fonds, de fonds baptismaux UDPSien, notamment le peuple d'abord, une vision sociodémocrate. Tous ces projets, tout ce qu'on avait promis au peuple aujourd'hui, je ne voudrais pas donc ici oublier de parachever M. Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général de l'UDPS, bien qu'en difficulté, il venait de le dire, c'est donc un mea culpa que le peuple congolais devrait prendre en compte. Augustin Kabouya dit, c'est que nous, l'UDPS aujourd'hui, avons accompli au pouvoir, ce que l'UDPS a livré au peuple congolais, c'est de la honte, c'est de la déception générale. Et je crois très bien aujourd'hui que ce mea culpa devrait être dit par le président Tshisekedi aussi. Je crois aussi que ce mea culpa devrait être dit par tout son système au pouvoir. Et donc, c'est pour dire que la rupture décrétée par l'honorable Jean-Marc Kabound, alors à l'époque, chef de file du camp au pouvoir, cette rupture se justifie aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on l'aurait taxé d'un frustré, on l'aurait taxé de celui qui propageait des faux bruits, mais toutes les révélations faites par le président Kabound aujourd'hui, les détournements, la gabégie, les détournements de fonds vers des paradis fiscaux, une parodie électorale, un semblant de démocratie, la néo-dictature, le retour aux vieilles pratiques de persécution des opposants, des arrestations sommaires des journalistes, la répression de la liberté d'expression, aujourd'hui, tout cela corrobore avec les raisons de la rupture prononcée par le président Kabound le 18 juillet 2022. Et donc, pour dire que le mea culpa d'Augustin Kabouya, c'est aujourd'hui une façon de démontrer qu'au-delà de nos dénonciations, l'UDPS est consciente de ses échecs et de sa dérive totalitaire. Il faut le dire, depuis un certain temps, pour avoir, il faut le dire, déblayé le terrain par rapport, n'est-ce pas, à l'astuce politique de l'UDPS. Ben, vous êtes tous de l'UDPS, quand même, y compris Augustin Kabouya, d'autant plus que vous sortez de cette formation. Comment comprendre finalement un grand parti comme l'UDPS, une partie de masse, avec une vision, et les héritiers finalement de ce régime se retrouvent disparates? Ben, écoutez, il y a héritier idéologique, héritier de combat, il y a aussi héritier de résultats de combat. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, pour ceux qui sont aujourd'hui avec le président Tshisekedi, d'abord lui-même, le président Tshisekedi, c'est un héritier biologique, on ne peut pas apporter de doute là-dessus, et ce n'est donc pas là le débat, parce que ce n'est pas un royaume, ce n'est pas une monarchie. Il est arrivé par consécration de membre du parti, il a été investi candidat du parti, c'est donc comme un héritier d'un combat de l'UDPS, un héritier d'une vision, d'une lutte de longue haleine. Une fois au pouvoir, le président Tshisekedi avait le devoir de matérialiser cette vision. Mais l'échec, aujourd'hui, en dit beaucoup plus qu'il ne faut pas que j'apporte de commentaires. Alors, en ce qui concerne les héritiers, comme le cas du président Jean-Marc Kabound, lui, c'est un héritier, premièrement d'abord, un héritier idéologique, ensuite un héritier d'un combat, lequel combat il a mené avec bravoure. Il n'a pas cédé devant de vaines tentatives face à des négociations ou à des échéances politiques avant que l'UDPS n'accède au pouvoir. Et il a été téméraire jusqu'à ce que le président Tshisekedi a retiré sa signature de l'accord de Genève faisant de notre candidat, donc Martin Fayoulou, candidat de l'opposition, parce que la primogéniture de l'UDPS, c'est aussi un héritage. Je crois que cet héritage a été conservé par un héritier idéologique, un héritier de combat, et dans la gestion. Maintenant, c'est donc la vision. L'héritage de la vision de l'UDPS devrait être vérifié par la gestation
de chacun d'acteurs venant de l'IDPS au pouvoir, ceux qui ont eu la chance d'être des députés, des ministres, ceux qui ont eu la chance d'être des membres du cabinet du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait en dehors du président Kabound? Parce que lui, il a fait l'exception. Il a un parcours parlementaire exceptionnel. Il a géré une majorité au pouvoir. Il a maîtrisé le jeu d'équilibre politique avec des alliés FCC. Il a négocié les grandes échéances politiques au nom de l'IDPS et pour le bénéfice des UDPsiens. Et aujourd'hui, il y a un héritage que l'honorable Kabound a laissé, que Kabouya d'ailleurs n'arrive pas à pérenniser. Mais alors, de l'autre côté, il y a cet héritage aussi dans la gestion ou dans la volonté de conduire le pays vers le changement. C'est cet héritage qui ne peut pas être vérifié par ceux qui sont restés avec le président Tshisekedi. Vous verrez que ce sont des détourneurs pour la plupart. Et ils détournent à des échelles de millions de dollars. Ce sont des gabégistes. Ce sont de gens livrés au spectacle et au scandale d'État. Voilà, dans tous les domaines, l'IGF, laissez-moi terminer par là, j'aimerais dire que l'IGF aujourd'hui est perçu comme un tortionnaire des UDPsiens parce qu'il ne supporte même plus le travail de l'IGF qui a mis en lumière toute la malversation et toute la dérive dans la gestion des UDPsiens. Et je vous dis que pour la plupart, d'ailleurs, de ceux qui ont détourné beaucoup d'argent dans ce pays durant le quinquennat, c'est à l'échelle de milliards de dollars, ce sont les ressortissants de l'UDPS qu'ils aient été membres du gouvernement, qu'ils aient été dans des groupes parlementaires pour accompagner des projets de construction ou des rénovations, qu'ils ont été des gestionnaires d'entreprises. Je ne vais pas citer tous les noms ici, mais la mémoire collective congolaise sait très bien que le régime en place, les ressortissants de l'UDPS ont craché sur l'héritage et la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi et de tous les 13 parlementaires. Et surtout, ils ont, donc ici, pour moi, je voudrais bien dire, ils ont craché en plus sur la mémoire de tous les martyrs, tous ceux qui sont morts, des jeunes étudiants, nos camarades de lutte, tous ceux qui sont partis bien avant, de vieux de combat, qui sont morts parce qu'ils avaient cru à cet idéal du changement, et tous ceux qui ont pleuré le 24 janvier 2019 avec l'espoir de voir un changement avec l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne doit que se rendre compte, mais pas forcément pour contempler, mais pour écouter la voix de la rupture, celle que nous portons désormais. Alors, par les ruptures, alors quelle est l'assertion en rapport avec cette rupture? Écoutez, le président Kabound avait clairement décliné les raisons de la rupture. C'est ce qui nous donne même la quintessence de cette rupture. C'est donc une rupture pour des raisons d'incompétence, une rupture pour des raisons de manque de vision. Je ne vais pas me limiter au sujet, aux individus. Mais ici, j'ai responsabilisé tous les héritiers IDPsiens aujourd'hui, commençant par le président lui-même et tous les autres acteurs qui sont députés ou membres du gouvernement, gestionnaires d'entreprises publiques, tous ceux qui aujourd'hui sont des responsables dans le camp au pouvoir. Écoutez, cette rupture, lorsque nous l'avons évoquée en termes d'incompétence, ce n'est pas pour porter carrément d'insultes à autrui, mais c'est parce que, en termes de prestations, on ne peut pas nous limiter à des prétentions des acteurs. Tout le monde a ses prétentions, tout le monde a des diplômes. D'ailleurs, le diplôme lui-même est une prétention de connaissance. Mais lorsque vous travaillez pour une société, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait un témoignage de vos sujets qui disent, écoutez, il a été compétent dans son domaine. Et donc, l'incompétence notoire, c'est dans tous les domaines, du sommet vers le bas. Et le manque de vision, la vision qui n'a pas été claire, c'est dans plusieurs domaines. Vous avez vu des tâtonnements dans tout le projet. Prenons par exemple le projet infrastructure aujourd'hui. Prenons le projet Sanjou qui a été le premier à d'ailleurs finir par un scandale, un feuilleton judiciaire qui n'a jamais corrigé le mal sociétal et qui n'a jamais permis à l'État de recouvrer 2 millions volés. Prenons le projet Tudé-Gelou, prenons d'autres projets de grande envergure, vous verrez que dans tout ce qui a été fait, il n'y a pas eu de compétences, il n'y a pas eu de clarté de vision, et voilà pourquoi le plus malin et le plus véreux en ont profité pour abuser des finances publiques et surtout pour s'enrichir au détriment du peuple et de l'État. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Le pays va mal, l'économie de la RDC va très mal. Alors il y a une question par rapport à ce séisme économique. Comment appliquer une approche du genre systémique, bien sûr,
pour défier finalement cette, déficience économique qui finalement prend du temps en RDC? Bon, écoutez, les questions économiques évoquent plusieurs sensibilités selon la dimension qu'on devrait les évoquer. D'abord, le fait que nous dénonçons les détournements de deniers publics, la corruption, la gabegie financière. On ne peut pas espérer juguler à ce genre de défis économiques. On ne peut pas y répondre. La première des choses, c'est assainir la gouvernance. D'abord, la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a une bonne gouvernance, et donc on voit la politique économico-financière, on s'assure au moins qu'il n'y a pas d'antivaleur, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de corruption, et donc le secteur de l'économie nationale peut espérer quand même rebondir. Mais sur quoi on doit s'appesantir finalement pour cet assainissement? C'est de la gouvernance. C'est ça la question. Voilà pourquoi notre rupture. Notre rupture entend ici changer de gouvernance. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'autre magie que de faire partir ceux qui sont en train de gouverner actuellement. Parce que s'il faudrait accepter que le premier mandat, on pouvait consommer certaines failles de la novicité aux affaires, avec le second mandat, nous réalisons que nous partons du même pied et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je crois fermement et je suis suffisamment convaincu que cette gouvernance est déficitaire des capacités à changer les choses, surtout sur le plan économique. Et donc, s'il faut espérer qu'il y ait du changement, il faut faire partir de cette gouvernance. Ces acteurs, on parle de l'approche ces leaderships ne garantit rien en termes de changement. On parle de l'approche systémique, parce que bon, on a changé de régime, il faut le dire. Joseph Kabila est parti, le régime, tu sais qu'il est arrivé, mais le système demeure. Mais écoutez, ce que vous n'avez pas peut-être mis à l'esprit, c'est que le président Kabila est parti, mais le président Tshisekedi étant là, c'est toujours le même système. Ah, bien sûr. Alors, le changement de gouvernance... Comment débloquer finalement? Le changement là, il est aussi... Parce que nous sommes l'Alliance pour le changement. Nous sommes les acteurs du changement. Nous parlons d'abord du changement parce que nous savons qu'il faut changer les systèmes. Les systèmes politiques de notre pays doivent changer. Mais pour y arriver, on ne va pas y aller vaille que vaille. Il faut un projet de société capable d'apporter ces changements systémiques et ensuite d'imposer une gouvernance capable de faire émerger le pays. C'est donc le projet que nous portons, l'Alliance pour le changement. Et si souvent nous esquissons certains aspects de notre projet, notamment la refondation de l'État, parce que vous savez, notre État, comme je l'ai dit au départ, est en état de déliquescence. L'État n'existe plus dans ce pays. Dans tout le domaine, il faut qu'il y ait un leadership capable est en faillite, de refonder dire l'État. Que ça n'existe pas, c'est trop fort. L'État est en faillite. Voilà, mais cette faillite consacre aussi l'inexistence, parce que il y a des zones où il y a, dans notre quotidien, des aspects qui démontrent que finalement, on n'a pas un État parce que nous ne sommes même pas bien régulés en termes de circulation routière, en termes de vie commune. Je vois donc là la sécurité, même au-delà des zones Est, dans le milieu urbain et les milieux ruraux. Donc, l'État est en faillite, comme je l'ai dit, mais il faut donc un projet de société capable de remédier à cela. Comme je l'ai dit, c'est le projet de l'Alliance pour le changement, une refondation de l'État, la mise sur pied d'une économie adaptée à nos réalités et à nos défis, et ensuite, il faudrait investir suffisamment dans l'homme congolais. Pas finalement toutes ces approches au-delà, faut quand même le dire, au-delà parce que bon, il a mis plusieurs agences au sein de la présidence du genre refondation, renouvellement. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État est ennemi quand même des bonnes intentions? Écoutez, au-delà des intentions, nous sommes aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de ce jeu d'intentions. Nous pouvons bénéficier aujourd'hui de ces discours de projet. Mais ceux qui sont au pouvoir n'ont pas d'excuses. À eux, on exige des actions, des décisions. On exige une dynamique du changement. Le président Tshisekedi dit, ok, le discours, carrément le projet de campagne 2018, il a y à le faire. 2023, il a y à le faire. Plusieurs fois, les discours sur l'état de la nation, je ferai ceci, nous trouverons des solutions idoines, mon gouvernement fera ceci. Plusieurs gouvernements sont passés avec des programmes d'action. Mais écoutez, au-delà de tous ces textes, au-delà de tous nos beaux discours, bien que j'ai dit que nous, aujourd'hui, nous sommes en phase de bénéficier de cette présomption des bonnes intentions. Mais ceux qui sont aux affaires ne peuvent plus attendre qu'on attende des intentions parce qu'ils devraient agir. En termes de législation,
quelles sont les productions législatives en termes de loi qui ont permis à ce que l'on puisse conjuguer les efforts pour apporter les changements, pour refonder l'État? On a un parlement quand non, mais écoutez, il n'y a pas de loi. Jusqu'aujourd'hui, on évoque. Écoutez, Sylvain, on évoque la question, par exemple, de milieu carcéral. Un milieu carcéral, je vois donc pour la prison de Makala qui a été filmée récemment et les images font la une sur la toile. Mais ça démontre suffisamment que durant les 5 ans passés, il n'y a pas eu une politique dans le secteur de la justice pour remédier à ce genre de problèmes qu'on a trouvé quand on est arrivé au pouvoir. Donc, dans le projet de campagne, on propose, mais une fois aux affaires, on oublie les programmes d'urgence de 100 jours jusqu'au programme d'urgence des lampadaires et des forages. Quel est ce programme en termes d'actes d'autorité qu'on a pu exécuter avec respect, avec rigueur, avec parcimonie? Le problème, c'est le choix de projet ou de suivi de ce projet. Le problème, c'est pourquoi je vous ai parlé du changement des systèmes et du changement de leadership. Parce que qui sont aujourd'hui responsables d'un système politique, qui sont animateurs des institutions, qui sont acteurs dans des projets? Ce sont des individus, c'est une orgne qui décide d'agir par détournement, par abus de pouvoir, par dérive totalitaire. Et donc, je vous dis aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On peut l'admettre, ce sont des compatriotes. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont demandé au peuple congolais de leur donner une confiance. Ils ont échoué, ils doivent partir. C'est ça le changement. La rupture que nous entendons ici, c'est dire, chers compatriotes, vous avez eu votre règne, votre mandat, vous avez abusé du mandat du peuple, tout comme du pouvoir de l'État, mais il est temps aujourd'hui que d'autres Congolais, parce que nous sommes tous Congolais, les pays nous appartiennent tous, il est temps que d'autres Congolais apportent de nouvelles recettes, mais d'abord beaucoup plus la nouvelle volonté. C'est ce que l'UDPS a fait finalement avec le régime Kabila. Ôtez-vous de là, parce que nous on doit s'y mettre, et malheureusement... Non, mais écoutez, les bilans, le résultat, c'est donc le bilan que nous avons évoqué. Le bilan, il est catastrophique. Je vous ai dit que l'État congolais est en situation de déliquescence. La nation est en pleine dégénérescence avec cette gestion. S'il faudrait faire partir Kabila, il faudrait faire mieux. S'il faudrait faire partir FCC, oui d'accord. Mais c'était quoi l'idéal? C'était que le président Tshisekedi ait son plein pouvoir en tant que chef de l'État, qu'il n'y ait pas quelques pesanteurs politiques en termes de coalition qui jouaient un peu en sorte de blocage. Mais désormais pour que des actions de conscience, des changements soient menés, mais pas pour qu'on puisse aujourd'hui découvrir une solidarité entre des voleurs, entre des détourneurs. Pour pas qu'aujourd'hui on puisse voir des gens qui ont volé des millions et pour lesquels il y a eu des procès à la télévision nationale, et que demain, par mécanisme politique, la justice, dans sa procédure, parvienne à les décharger, les innocenter, et que désormais, par le biais de certaines échéances politiques, ils reviennent avec pleine d'autorité. Je vous dis, dans ce pays, nous n'avons pas eu de volonté. Il y a eu donc des bonnes intentions, mais la volonté pour ceux qui sont aux affaires maintenant ne peut pas être ici mise en considération. Ce sont les amis de votre réseau national également. Ils ont été dans l'IDPS avec lui. C'est comme si vous avez tous hérité de cet orage, là, s'il faut le dire. Parce qu'on a posé la question également de savoir comment est-ce que Jean-Marc Kabound s'est tapé des villas et des immeubles, alors qu'il n'était que président ou vice-président de l'Assemblée. Non, mais écoutez, lorsque vous me présentez, vous avez tout dit, qu'il soit vrai de moi, au cadre du parti de Jean-Marc Kabound. Vous avez dit la vérité, Jean-Marc Kabound est en prison, mais lorsque vous dites que Jean-Marc Kabound s'est tapé de villa, c'est de mensonge. C'est ce qu'on a dit. C'est de mensonge. Vous ne écoutez. C'était quand même sur la toile. Écoutez. Vous voulez construire un stade. Vous êtes à Kinshasa. C'est pour dire tout simplement que ceux-là qui sont en abouille, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit ceci. Ceux qui sont amis finalement de président du parti. Le président Tshisekedi lui-même et tout son régime, pour la plupart les UDPSiens, sont des gens qui sont passés par les fonds baptismaux UDPSiens d'Étienne Tshisekedi. Ils avaient une vision et on les a légués à un combat. Le président Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, lorsque vous dites qu'il a une villa, qu'il habite dans le véhicule, mais écoutez, c'est qu'on a dit, vous êtes faux, selon vous. Amenez vos équipes. Il habite dans le faubourg de Kinshasa, à Kingabwa. Il habite une parcelle ordinaire, comme tout le monde, une maison ordinaire. Il n'y a pas de marbre de valeur. Et en dehors de cela, sa rémunération ou ses avantages en termes de fonction, parce que tout ce qu'il a pu avoir, je l'ai toujours dit, il a eu par les droits acquis. Devenant député national, il a acquis les droits des émoluments à un certain hauteur. Et devenant premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a acquis des droits liés à cette fonction, avec des rémunérations encore beaucoup plus élevées. Mais il a trouvé ce système.
Est-ce qu'il s'est contenté de cela? Est-ce qu'il a dit, ok, je vais m'enrichir et rester là? Non. Il a fait 2 ans et demi, et la suite des événements, après qu'il a donc conduit une majorité parlementaire à un sursaut républicain, il a commencé à mener un combat de la réduction des trains de vie des institutions. Parce que son train de vie lui-même n'aspire pas à cette opulence. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit en termes de mensonges, tout ce qu'on avait dit, parce qu'on ne les dit plus, parce que les Congolais sont tous partis à Kingaba, ils ont trouvé que c'est faux. Tout ce qu'on a dit en termes de médisance sur le président Kabound, toutes ces infamies liées à une quelconque fortune ou à des villas, il n'en a pas. Il a une maison à Kingaba, c'est là où habite sa famille, et lui aujourd'hui est détenu à Makala. Nulle part. Tous ceux qui l'ont cité dans les carrés miniers ont pu identifier un endroit où il y a une propriété au nom de Jean-Marc Kaboundou, lui comme actionnaire. Et même ces journalistes, ces acteurs du mensonge, de la diabolisation qu'on avait utilisée, je les ai affrontés et ils sont passés pour dire « mea culpa, nous sommes allés dans le mensonge ». Aujourd'hui, je vous interdis, donc vous, de propager ces mensonges ou d'y revenir. Je crois que la prochaine fois, on parlera plus de vérité. Et la vérité, c'est autour de la gestion du pays. Si le président Kabound était complice de ces détourneurs, on l'aurait protégé. Si le président Kabound prenait de l'argent vers des paradis fiscaux comme ceux qui ont volé l'argent des lampadaires, de forage à hauteur de 400 millions, de construction des arénas, de construction en financement d'urgence. Je parle donc là de M. Nicolas Kazadi qui est parti librement et est rentré librement. Alors que il y a célérité pour traquer ceux qui tiennent, ceux qui prennent la parole, ceux qui parlent, ceux qui s'expriment comme des citoyens concernés par la gouvernance de leur pays. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des Congolais qui font l'exception. Et parmi ces Congolais, le tout premier, c'est celui qui a déclenché la rupture et qui a dit des vérités à la nation. C'est donc l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Tout qui a été dit sur lui a été faux. Juste là, il y a des millions de dollars qui devraient peut-être profiter à la République démocratique du Congo, qui se volatilisent, je veux dire. Et la plupart de ceux qu'il fait, ce sont les amis du chef de l'État. Ça, je le dis de cette façon, mais également de votre... Alors, à qui profite finalement ce crime financier? C'est la meilleure question que vous m'avez posée depuis qu'on a commencé ici. Mais vous en faites pas, il y en a. Non, c'est la meilleure question pour le moment. Je la prends comme une meilleure question. Ouais. Dans une certaine analogie, je me dis que il y en a qui commettent des petits crimes, carrément des délits des verbes, ceux qui parlent, qui opinent. Je suis d'accord que certains outragent le chef de l'État, que certains outragent les institutions. Je suis d'accord que certains propos sont parfois déplacés ou mal placés. Qu'il faudrait, dans une certaine rigueur de la loi ou un rappel à l'ordre. Je suis d'accord. Mais le vrai criminel, ceux qui ont détourné des millions, je vous ai parlé des procès en termes de générique, plutôt des projets sans jour, Chili et consorts. L'IGF est là. L'inspecteur général des finances a été aujourd'hui lézardé et il est en phase d'être martyrisé parce qu'il est le premier à dénoncer, à apporter des preuves sur des détournements de l'IGF. C'est donc une vengeance contre lui aujourd'hui. Je ne suis pas proche de Jules Alinghetti, mais quelque part. Aujourd'hui, ceux qui ont détourné 400 millions de forages et lampadaires sont en train aussi de martyriser l'IGF et son inspecteur général en chef. À qui profite le crime? Et donc, les crimes profitent au système. Lesquels le président Jean-Marc Kabound a dénoncé. C'est le régime en place avec ses ténors. Vous savez, un régime tel qu'il est là, nous le savons, ceux qui sont dans l'administration de l'État, ils le savent, même dans les services de sécurité, ils savent, ce régime a des ténors, les caciques, notamment ceux qui sont souvent cités dans le détournement, c'est eux à qui profitent ces crimes et ils travaillent en connivence. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire dans 10 ans ou dans 20 ans parlera des règnes qui se sont suivis dans notre pays. On ne parlera pas du règne de Nicolas Kazadi. On ne parlera pas. Laissez-moi vous dire, je suis en train de vous rencontrer. Oui. On ne parlera pas du règne de Sama Lukonde. On parlera du règne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est donc ces règnes-là qui a pris des millions, c'est donc ces règnes-là qui a détourné des millions, c'est donc ces règnes-là qui a causé ces désastres que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, dans nos villes, dans nos milieux ruraux. Et ces désastres sécuritaires aussi, parce qu'il ne faut pas voir que les aspects de millions. Il y a aussi des vies humaines qui sont perdues du fait de la mauvaise gestion de l'État, de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise politique sécuritaire, de la mauvaise politique économico-financière, de la mauvaise politique dans plusieurs domaines. Et donc, j'ai dit, dans 20 ans,
lorsque l'histoire de notre nation sera racontée, on va imputer tout cela à tort, tout comme à raison, au président Félix Tshisekedi. Voilà, pour nous aujourd'hui, il est de notre devoir comme des congénères, d'abord de l'interpeller, lui, en tant que chef de l'État, commandant suprême, parce que c'est lui qui a le pouvoir d'ordonnancer la vie de notre État pour dire si, pendant les 6 ans, il y a eu assez d'abus et de dérives, mais si nos interpellations peuvent être curatives à sa gouvernance, qu'il y ait du changement. Est-ce qu'on peut donner de la chance finalement au reste du mandat du chef de l'État en rapport avec ce que tu viens de dépeindre comme tableau sombre? Ben écoutez, en politique, en ce que je sache, ce n'est pas une question de chance. Il n'y a pas une question de croyance. Nous ne sommes ni dans le domaine de la religion, encore moins dans le domaine de la magie. La politique, c'est en quelque sorte une science exacte de la gestion des imperfections d'hier. C'est une science exacte de la gestion des entités et de la conduite des hommes. Donc, en termes de données, toutes les données aujourd'hui, les statistiques démontrent que ceux qui se trouvent dans le système Tshisekedi sont des animateurs d'un système défectué, d'un système de la mégestion. Et donc, s'il faut donner des chances, je serai plongé dans le domaine de la magie. S'il faut croire au changement avec le régime, je serai donc perdu dans ceux qui sont peut-être prisonniers de la foi. Je ne suis pas athée. Mais je pense que le régime en place est parti pour le deuxième échec, pour ce second mandat. Et le régime en place est très loin d'avoir réuni les leaderships, les acteurs et les animateurs qu'il faut pour qu'il y ait effectivement du changement. Donc, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je me dis qu'aux échéances 2028, je dois être fier des propos que j'ai tenus aujourd'hui, parce que j'aurai un bilan qui correspondrait à mon œil de lynx que j'ai posé sur notre État et sur la gouvernance. Il y a quelques actions quand même que le chef de l'État a menées, s'il faut quand même le dire de cette façon. Est-ce que quelque part ce n'est pas de l'éclaircie quand même par rapport à la gestion de pays? Ben, écoutez, je ne pense pas que même si je vous mettrai au défi, même si on inverserait le rôle, que je deviendrai journaliste, vous aurez une réponse pour me donner un seul domaine, un seul secteur. L'éducation, gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité. C'est une catastrophe. Je peux parler de la maternité. C'est une catastrophe. Vous ne pensez pas que c'est quand même des actions qui pourraient éclaircir? Non, c'est faux et archi faux. Ça n'a été que propagandiste. Faites votre chronique. Vous comprendrez que notre État, comme je l'ai dit, est un état de déliquescence. Cette histoire de gratuité, je l'avais dit, une gratuité de l'enseignement sans gratification de l'enseignement. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de banque, il n'y a pas eu une bonne suivi de la paye. D'ailleurs, la petite paye des enseignants a été détournée. L'IGF, je ne vais pas tout le temps y revenir, a fait état de plusieurs détournements de millions de dollars dans le domaine de l'EPST dans notre pays. Et je crois que la gratuité de la maternité aujourd'hui, on connaît des cas qui sont passés récemment à l'hôpital général Mamayembo, pour n'en citer que ça, mais les Congolais connaissent très bien que tous ces projets où toutes ces allures n'ont été que propagandistes. Et aujourd'hui, il n'y a eu rien de planifié, de programmé, d'exécuter et de pérenniser en termes vous, parce que vous êtes dans le changement, vous êtes dans l'opposition. Oui. Sur quel pied le chef de l'État doit finalement danser pour tenter quand même d'équilibrer les choses? Vous confondez en me recevant, vous recevez un opposant, vous ne recevez pas un membre de l'UDPS, vous ne recevez pas un conseiller. Vous êtes clairvoyant, et cette clairvoyance aperçue par rapport à la gestion. Donc vous pouvez également aider le régime à pouvoir s'en sortir. Pas seulement critiquer, je peux le dire. Je ne partage pas cette posture-là. Ah bon? Cette clairvoyance justifie le fait que je sois dans l'opposition aujourd'hui. Parce que je suis voir clairement que la gestion du pays est opaque. Je suis voir que le régime est dans une dérive totalitaire. Nous en sommes victimes tous les jours. Tous, nous en sommes victimes. Mon président national est victime d'une intolérance démocratique. Et je crois que aujourd'hui, en tant qu'opposant, je ne passe pas à la télévision pour donner des conseils au président de la République. Vous avez des propositions à faire. En toute humilité. Il faut le dire. Écoutez, les propositions d'un acteur politique, il le fait au peuple. Et c'est lors d'un rendez-vous. C'est le rendez-vous de la demande de suffrage. Le rendez-vous de la prise de légitimité. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la contradiction.
Aujourd'hui, nous sommes dans la dénonciation. Vous n'êtes que dans la critique, il faut dire, et pas dans la proposition. Et en même temps, lorsque nous voyons les échecs du régime, nous perfectionnons notre projet de société pour qu'une fois aux affaires, nous puissions offrir au peuple congolais ces changements-là. Et donc, je me réserve en toute humilité de me transformer en conseiller du chef de l'État, de devenir, de devenir un donneur de leçons ou carrément un acteur de proposition au régime. Je crois que pour moi, je ne sais que dire. Il y a eu échec, il y a eu mauvaise politique, la gouvernance est tâtonneuse et c'est forcément une gouvernance des faits accomplis et des essais-erreurs que nous sommes en train ici de conduire vers la porte de sortie de manière démocratique, bien sûr. Bon. Nous plaise aux autres. Ben, de toutes les façons, nous avons un gouvernement animé par une dame de fer, quand même, il faut le dire, Madame Tuluka. Comment, finalement, travers-vous sa personnalité? Ben, l'expression est un peu exagérée. Quand on dit une dame de fer, je ne sais pas. Elle fut ministre du plan, quand même, il faut le dire. Quand même. Voilà pourquoi cette qualification-là m'a quand même un peu tiqué. Madame Tuluka, en tant que ministre de Plan, récemment j'ai retrouvé en termes d'archives une photo en tant que ministre de Plan. Madame recevait un don du peuple japonais, donc c'était quelques sacs de riz. La RDC, notre pays, avec la dame de fer, Judith Tuluka, à l'époque ministre de Plan, aujourd'hui première ministre, donc a aujourd'hui une première ministre, une autorité qui ne sait pas valoriser, rendre productives nos terres qui sont le plus vastes, les terres le plus arables d'Afrique, mais plutôt recevoir béatement des petits dons, des infimes céréales. Quand même, faut le dire, je sais le dire, je le dis au nom du peuple congolais, dans une infime légitimité, j'engage une petite moitié, une petite partie du peuple congolais qui pense comme moi, et je le dis avec fierté, mais surtout avec hargne. Recevoir quelques dons de céréales, avec photos, tambour battant à l'époque comme ministre de Plan, et aujourd'hui, je ne vais pas toucher à la sensibilité genre, c'est une première femme à devenir première ministre dans notre pays, je ne suis pas contre cela. C'est à applaudir en termes de parité, mais en termes d'efficacité, en termes des capacités comme première ministre jusqu'à présent. D'abord, bientôt 100 jours, le gouvernement Judith Tuluka, c'est un gouvernement qui a le plus mal démarré. Vous avez vu une circulaire d'un état-major politique interdisant aux membres de son gouvernement de composer le cabinet. Et alors, on se demande, quand est-ce que ces cabinets travailleront équipe complète? Parce qu'il faut attendre un certain Kabouya qui va proposer les membres de cabinet au ministre et qui va le faire selon ses humeurs. Et en termes de sa fonction aujourd'hui, parce que Premier ministre, un gouvernement commence, je pense très bien que ça devrait être avant que ce gouvernement entre en fonction ou juste après son investiture, ces derniers devraient se recueillir pour ces séminaires-là, ces séminaires. Alors, le casting de Madame Judith Tuluka pour son équipe, on entend dire que c'était un casting suffisamment bien fait. Ben, s'il faut faire des mises à niveau, donc on se rend compte que plus de 3 mois après, le gouvernement est en train d'aller outre sa mission. Et donc, son programme d'action a été proposé pour nous. C'est une chimère de plus que le régime en place a présenté au peuple congolais, comme l'a été avec le gouvernement Inukamba, le gouvernement Sama 1, Sama 2, et donc, je suis inquiet de voir Mme Judith Tuluka et son équipe apporter un changement. En fait, tout est noir aujourd'hui. L'Alliance pour les changements, quand même. Sylvain, mais l'Alliance pour le changement, c'est de là, quand même. C'est ça, écoutez, c'est la lucidité politique, c'est cette clairvoyance. Je ne suis pas ici en train de me laisser nourrir de cette nostalgie généalogique liée à l'IDPS. Moi, je pense que Mme Tuluka et son équipe vont passer à côté de la plaque parce qu'ils reproduisent la même gestation, parce que déjà, on a commencé avec ces problèmes, vous avez entendu sur l'électricité, vous avez entendu dernièrement le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, entrer d'ailleurs en contradiction avec les preuves qui sont sorties après par rapport à une certaine mission vers Kampala. Et je crois que tous ces scandales qui débutent avec le gouvernement Judith Tuluka et toutes ces pesanteurs politiques vont l'engloutir et Madame
dame de fer, comme vous l'avez dit, aura vraiment du mal à nous offrir ces changements et surtout à exécuter son programme d'action que moi je sais qu'il est déjà en train de passer outre. Vous ne pensez même pas que l'appui de l'Assemblée nationale, avec Caméré à la tête, nous avons quand même Jean-Pierre Bemba, je veux dire, quand même dans ce gouvernement, le Boussa et les autres, vous ne pensez pas que tous ces costauds pourraient quand même aider également madame à pouvoir percer davantage et rééluire, il faut dire, la RDC? Parce que vous évoquez les personnalités, personnellement, moi je pense que d'abord à la tête de l'Assemblée nationale, avec tout le respect que je lui dois, M. Vital Caméré, vous avez entendu dernièrement déjà la gestion de son bureau, il y a quelques tumultes autour de la petite mission pour l'Assemblée parlementaire de l'OIF. Vous avez vu sa délégation, il y a tout de même ces réflexes d'abégistes là chez M. Caméré. Et aussi, je dois voir que dans tous ces acteurs que vous citez, parce que je ne vais pas tous les citer comme vous les avez cités, mais tous ces collaborateurs, tous ces acteurs attendus pour qu'il y ait un bon tournant aujourd'hui, sont identifiés comme des affairistes politiques, des carriéristes et surtout des acteurs politiques véreux. Et c'est d'ailleurs du fait de leur mauvaise implication que le président Tshisekedi a échoué au premier mandat et que le président Tshisekedi est en train de courir l'échec pour le deuxième mandat. Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'histoire parlera du président Tshisekedi, mais il y a des collaborateurs, notamment ceux que vous citez, qui sont co-responsables de la mauvaise gestion et surtout co-responsables de la mauvaise collaboration entre les institutions. Donc je vois M. Caméré, l'Assemblée nationale aujourd'hui, et donc le gouvernement Toulouka. Nous attendons, parce que de la nostalgie, comme vous l'avez tout le temps parlé de la nostalgie, rappelle que Caméré, à l'époque de Kabila, en tant que speaker, il a eu à interagir avec le gouvernement d'une certaine façon. Mais nous attendons vivre cela. Mais je crois que le pesanteur politique et surtout cette nature d'acteurs politiques véreux, affairistes et carriéristes va beaucoup peser sur ce que le peuple pourrait attendre. Est-ce que vous prenez, je veux dire, le rajeunissement de la classe politique? Le renouvellement, d'abord. Le renouvellement. Moi, je crois qu'il est nécessaire du renouvellement. Parce que c'est le moment de le faire. C'est pas. Vous pensez, même le président Tshisekedi pouvait augurer le renouvellement de la classe politique, parce que c'est ça même vouloir changer les systèmes. Les systèmes, il est imprimé dans les collectifs d'une génération. Toute la génération de certains acteurs politiques aujourd'hui qui tiennent la conduite des institutions ont en eux de germes d'une mauvaise gestion, du carriérisme, la jeunesse qui n'a pas de modèle. La jeunesse a des modèles. Moi, je prends le président Jean-Marc Kaboun comme un modèle politique. Et moi-même, aujourd'hui, je me dis que s'il faudrait que je serve ma nation, le Congo demain, il faudrait que je sois un modèle. Déjà, en tant qu'acteur politique, nous faisons des efforts, cher Sylvain, pour être des modèles. Voilà pourquoi, en termes de courage citoyen, en termes d'honnêteté citoyenne et en termes surtout de clairvoyance, nous voulons dénoncer les mal et nous voulons exiger à ce que notre peuple atteigne cette maturité pour que le choix des dirigeants soit pris au sérieux, surtout qu'on ne revienne pas tout le temps à des commerces de suffrage, à ce rendez-vous électoraux. Justement, vous êtes au cadre du Parti Alliance pour le changement. On parle légèrement de l'Est. Je dis légèrement, pas dans le sens d'abusif. On parle un peu de la crise à l'Est, parce qu'aujourd'hui, il y a un procès qui s'est ouvert en rapport avec les complices de Corneille Nangaa. Comment finalement comprenez-vous, je ne parle pas du jeu de l'Est, mais c'est un broglio à l'Est de la RDC. D'abord, premièrement, nous sommes le Sud. La question à l'Est de notre pays, c'est une question qui a d'abord des causes, comme je l'ai dit toujours, exogènes, donc de l'étranger, des causes qui viennent de l'étranger. Il y a certainement des causes endogènes, mais moi que je pense, les causes endogènes dans la culture bantoue et dans l'expérience congolaise, nous pouvons le juguler, les causes endogènes. Mais les vraies causes qui alimentent, qui suscitent les causes endogènes, ce sont ces causes exogènes qui viennent de l'étranger, les conflits communautaires, ethnico-tribal, Yéma, Lindou. Tout ça, c'est de la mascarade. En termes de vérité, il faut que le gouvernement dise vrai. Il faut que le gouvernement dise la vérité. J'ai entendu le ministre de la Com, souvent M. Mouyaya, évoquer ces changements de narratifs. Nous avons sorti le slogan « Rwanda is killing ». Nous avons tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas le courage? Parce que j'ai entendu notre gouvernement, ce qui est quand même à saluer, avait porté plainte contre Apple par rapport à ces ressources que Apple utilise, le minerai qui viennent de cette guerre des sons. Mais il faut porter plainte contre des groupes
qui sont connus de groupes qui sont dans le mining. Ces usines ou ces mining qui sont placés dans les zones de guerre, qui exploitent, qui déportent nos minerais vers le Rwanda. Il faut dire la vérité aux Américains, aux Français, pour leur dire, écoutez, vous, Européens, Américains, avec vos multinationales, vous alimentez les guerres en Afrique. Nous allons comparer notre situation. Parce que nos gouvernements sont dans ces semblants qu'ils considèrent comme une diplomatie, mais je crois qu'une fois aux affaires, nous n'allons pas procéder de la même façon. Nous serons directs et très sincères avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il faut dire aux partenaires bilatéraux et multilatéraux que la guerre vient de chez eux. Ce sont des multinationales américaines et européennes, aujourd'hui même des Chinois, qui alimentent la guerre à l'Est. On ne va pas ici tout le temps citer M23, nos compatriotes qui, au nom de leur frustration en tant que Congolais ou soit communauté, aujourd'hui vivent de cette réalité. Mais la vraie réalité, c'est le gouvernement qui devrait donc la dire à nos partenaires de tous bords pour dire vous êtes responsables de la situation chez nous. Vous avez entendu Macron venir ici dire vous n'avez pas été capable de remettre de l'ordre chez vous. Non, ils sont chez eux. Mais regardez ce que les frères africains de l'Afrique de l'Ouest ont fait. Le Burkina Faso, le Mali, le Tchad. Je ne suis pas pro certaines postures, mais je pense que l'Afrique de notre temps et les Congos de notre temps devraient changer véritablement des narratifs pour dire la vérité sur la guerre de l'Est et dire cela aux ambassadeurs de ces pays qui sont ici chez nous et dire cela dans le concert des nations et éviter de nous acharner sur le Rwanda. Le Rwanda, c'est tout un petit pays. Il sert d'un bras, il sert de fer de lance de toute cette activité criminelle internationale sur notre pays. On reste dans les causes endogènes. Jérémy, quand tu as parlé des causes endogènes, pensez-vous qu'il faut un dialogue finalement entre nous? Est-ce que c'est une belle option? Je crois. Je crois que ici chez nous, il faut terminer certaines raisons ou certaines justifications, voire certains alibis présentés par les belligérants. De nos compatriotes qui ont décidé d'aller dans la belligérance, on part d'abord d'une minorité, qui se dit souvent minorité Tutsi, qui ont parlé d'une certaine stigmatisation qui serait à la base. Il faudrait donc ouvrir un dialogue s'ils sont véritablement congolais. D'autres plus grands de notre scène politique l'ont dit. Je me souviens ici de Léon Kingo Andondo et consorts. Si vous êtes effectivement congolais, alors il faudrait qu'on dialogue, au lieu qu'on brille notre pays, au lieu qu'on tue nos compatriotes. Et donc, prenons les cas des minorités, prenons les cas de frustrés sur le plan des questions politiques ou de la gestion de la République. Notamment, je vois ceux qui sont à l'AFC aujourd'hui, des gens comme Corneille Nangaa, comme Jean-Jacques Mamba et les autres. Je ne vais pas tous les citer, mais ces compatriotes que je vois dans ces groupes-là, il faudrait donc espérer un jour, s'il faut retrouver la paix, pas par la voie des canaux, par la voie de dialogue. Mais ce dialogue qui doit être un dialogue intelligent, un dialogue intelligible. Porter sur quoi? Un dialogue sincère, qui doit porter sur la nécessité de retrouver la voie de la paix, d'unifier le pays, et surtout un dialogue qui doit permettre à ce que l'on puisse empêcher le manipulateur, le multinational, donc les puissances extérieures, ces puissances prédatrices, à utiliser les revendications de nos compatriotes pour s'aimer la guerre et la mort. Je crois que c'est une possibilité, mais il y a des préalables. Je ne pense pas qu'il faut y aller précipitamment, mais pour ceux qui sont aux affaires, il faudrait y aller avec méthodologie, mais il faut y aller avec sincérité pour espérer un jour retrouver la paix, parce que la guerre a un coût, mais la paix a un prix, et il y a un prix à payer. Si c'est le dialogue le prix, je ne vois pas que ce prix-là soit mauvais, que le coût de la perte de millions de Congolais et surtout les risques de la balkanisation de notre pays. Voilà, vous êtes de l'opposition, y compris d'autres comme Martin Fayoulou ainsi que Moïse Katumbi. Vous aviez crié un bloc de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui refaire cette stratégie pour peser contre ce régime? Nous sommes à la fin. Écoutez, le bras de fer, opposition-pouvoir, vous avez évoqué l'existence ou la création d'un bloc, ce qui n'a pas été vraiment effectif. Il n'y a pas jusqu'à présent un bloc qui a rassemblé toute l'opposition. Après les résultats des élections, de cette parodie d'élection de 2023, il y a eu un bloc, nous nous sommes retrouvés au centre CEPAS, il y a eu quelques dissensions, mais aussitôt, chacun a pris son chemin. Vous vous rappellerez que
M. Matata Ponyo, comme opposant, a été le premier à siéger à l'Assemblée nationale, donc à valider le résultat d'une élection, d'une partie d'élection. Et donc, M. Katumbi, désormais avec son groupe parlementaire, est dans la connivence avec les régimes, même s'ils veulent le nier pour faire semblant. Mais l'opposition, la vraie opposition, c'est celle que le peuple congolais regarde, celle de ceux qui sont restés cohérents, celles qui sont restées fidèles et loyales aux intérêts du peuple, au progrès, au changement. C'est ce que nous sommes aujourd'hui avec d'autres compatriotes, bien sûr, mais que je pense que cette opposition a un rôle à jouer. Nous retrouver, bien sûr, mais autour des valeurs. Nous retrouver, bien sûr, pour un pacte avec le peuple, mais c'est pacte qui ne sera pas trahi, comme nous avons vu d'autres acteurs depuis la Mouka et d'autres coalitions ou blocs trahir la vision d'une démarche qui portait les espérances du peuple. Je crois que l'opposition a un rôle à jouer et nous allons le jouer. Mais notre plus grande force vient du peuple, parce que c'est lui qui souffre de la mauvaise gestion, c'est lui qui souffre de la dérive totalitaire, c'est lui qui souffre de l'insécurité à l'Est, c'est lui qui crève de faim, c'est lui qui circule difficilement ici à Kinshasa, c'est le peuple congolais. Et donc, c'est là où est notre force. Et un peuple en souffrance n'attend qu'un leader pour le conduire vers une révolution démocratique, une révolution citoyenne, et c'est donc cette révolution qui conduit désormais, dorénavant, l'Alliance pour le changement. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, Gisela. Un dernier mot par rapport à cette émission? Bon, un mot de clôture. J'appelle le peuple congolais à adhérer massivement au front pour la nouvelle lutte, pour l'avènement d'un changement radical dans notre pays, qui est un front d'une révolution démocratique, une révolution populaire, et nous appelons tout le Congolais à ne pas hésiter aujourd'hui. Ils ont vu la véracité de nos révélations et surtout la quintessence de notre posture en tant que parti de la rupture, parti des combats, parti de la lutte pour ces changements. Et donc, j'appelle le peuple congolais à venir ensemble avec le peuple, ensemble derrière notre leader, le président Jean-Marc Kabunda Kabound, à qui je souhaite bonne santé et à qui j'adresse ici le respect de tout notre peuple, et donc de venir ensemble pour que nous puissions marcher désormais vers les caps du changement. Voilà, merci à vous, Gisela Moanger. Je rappelle que vous êtes au cadre au sein du Parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Merci d'être venu. Merci Sylvain. Voilà, merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à l'équipe technique qui a été pilotée par Couparbola, Rodilo Adieu ainsi que V. Ambata. On se retrouve tout prochainement. La rediff de cette émission se donne jeudi à 14h30. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Kina.